Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Est-ce que tu m'entends bien? Alors je t'entends bien. Ça a Ouais, été un petit peu saccadé le compte à rebours, je ne sais pas pourquoi, mais je on va pense que ça voir. marche. Alors, je vais voir si on est bien en ligne. C'est un petit problème de connexion de mon côté. Est-ce qu'on est en ligne? Je pense qu'on est en ligne. Oui, 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 on est en ligne. Allez, super, je vois que ça arrive. Bon, vous êtes où là, tout le monde? Dites-nous un petit peu où vous êtes. Ouais, je vois les commentaires arrivent. Super. Bonjour Grégory, bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Bonjour Papé. Bonjour Alban. Bonjour Isabelle. Bonjour Aurélien. Vous êtes basé où là? Auvergne. Cool. Picardie, Alsace. Salut Aurélie. Bon, nous on est toujours sur Toulouse, hein. On ne le précise pas assez souvent, je pense. Alsace. Bonjour Jean, qui vient de démarrer avec nous sur une black belt. Bonjour Aurore. Bonjour Aurélien. Bonjour Grégory. Salut Tristan. Je crois qu'on a rendez-vous juste après. Pays Oui. Basque. Ah bah, il y en a qui ont bien choisi où vivre. Ça surfe, Mayalène? Vendée, Geoffroy, Paris, Morbihan. Top. On a beaucoup de LinkedIn users. Si vous pouvez mettre Pas de Calais. Je crois vos qu'ils ne font pas exprès en fait. Yveline. Bonjour de Lyon, Marie-Ange, Nordine, Christine. Bonjour à tous. Bonjour Valérie, bonjour Hélène, bonjour Cécile. Bonjour Khadija de Paris. Top. Aurélia, Lyon. Ça va pas surfer aujourd'hui. Bon, c'est pas très beau aujourd'hui, hein. Ça s'est refroidi. Bon, C'est Sébastien, on va parler d'un sujet. Salut Nathalie. On va parler d'un sujet quand même assez important aujourd'hui. Tout ce qui est réglementation RSE et comment connecter ça aux achats. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà été confrontés à ça, qui commencent à voir le scope de la RSE au niveau réglementaire, au niveau des solutions de management, qui commencent à entourer l'action aux achats. Dites-nous si c'est des sujets qui commencent à remonter au niveau de votre action sur le terrain ou pas du tout, si vraiment vous êtes venu ici par curiosité. Barcelone, on a quand même des personnes à l'étranger. donc là, Abidjan, on va vraiment être dans la continuité du précédent live, oui. où on a vu effectivement la partie financière et on va voir justement la partie référentielle RSE, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur, hein. On commence à en voir de plus en plus. Ça devient de plus en plus compliqué pour les achats de comprendre est-ce qu'on est sur une obligation, sous combien de temps, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. Donc justement, on va pouvoir y répondre, en tout cas vous donner quelques pistes aujourd'hui. Ouais, c'est un vaste sujet qui est souvent assez justement, je dirais, flou aux achats, mais aussi globalement pour les directions d'entreprise. Quand on parle de RSE, voilà, il y a cette dimension un petit peu, tout le monde est dans la course à la RSE pour communiquer, communiquer, communiquer. Il y a un sentiment souvent de recul par rapport à la RSE, de manque de confiance en se disant, ouais, mais quelles sont les vraies motivations derrière ces démarches-là? Quelle est la valeur de telle ou telle note sur tel ou tel référentiel ou solution de management RSE? Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Comme toujours, là, sur le début du semestre, on reprend l'étude CNA Agile Buyer qu'on trouve très sympa. 70% des directions achats ont des objectifs liés à la RSE. 32% des directeurs achats, pour 32% des directeurs achats, leur fonction contribue à la stratégie RSE de l'entreprise sur la mesure et la réduction de l'empreinte carbone. Vous voyez qu'on est quand même très ciblé carbone. 68% des directions achats ne connaissent pas l'empreinte carbone de leurs achats. Donc, quand on voit remonter dans l'étude Agile Buyer, RSE est très lié au bilan carbone, au carbone par les achats. Mais on va voir que c'est plus large que ça. Donc, il y a vraiment un enjeu très fort. 70% des directions achats, c'est pas rien en 2023, qui ont des enjeux liés à la RSE. Vous, est-ce que Et, vous avez justement ces enjeux-là? et ça, c'est intéressant parce que quand on voit que les directions RSE font un focus sur le carbone, pourquoi ils font un focus sur le carbone? Parce que le carbone, on va dire, c'est là où il va être le plus simple
de travailler et d'approfondir le sujet, tandis que sur les différents référentiels qui sortent effectivement au quotidien, les labels, les normes, et en fait, il y en a tellement qu'une direction achat ne sait même plus sur quoi travailler. Ouais. Ne sait pas, donc ils sont conscients qu'il faut aller sur la RSE. Ils se disent comment je vais y aller. Et en fait, l'empreinte carbone, c'est ce qui nous semble le plus simple en tout cas à attaquer vis-à-vis des référentiels, malheureusement, parce que les référentiels et les labels ont à la base été créés pour justement être simples. Mais vu qu'il y Oui. en a beaucoup, bah, aujourd'hui, on est perdu. Ouais. On a un peu l'impression que, enfin, il y a 2 niveaux. Il y a une course réglementaire au niveau européen et appliquée au monde français, mais je ne veux pas trop en dire trop maintenant, parce qu'on va vous poser quand même une question pour avoir votre vision de tout ça. Et il y a une course quand même à ces solutions de management RSE là qui semblent s'emballer avec de plus en plus de solutions et une forme de business qui se monte en fait, un marché de la RSE qui est en train de se monter et qui devient colossal, puisque la RSE devient la priorité numéro 1 des organisations de plus en plus, ça arrive très vite. Et on sait aujourd'hui qu'une entreprise de demain devra être conjuguée performance économique, mais aussi impact social, environnemental positif pour faire partie des leaders de demain. Parce que les clients attendent ça, parce que nous attendons ça, nous sommes des clients, nous sommes tous des consommateurs hein, avant tout, et parce que la loi va l'obliger. Et donc, on est obligé d'aller là-dedans. Et donc, eh ben, ça se cadre au niveau réglementaire, mais ça se cadre aussi au niveau de différentes entreprises qui proposent des solutions pour aider les entreprises à avancer plus vite sur ces sujets-là. On a, on Alors, a- on a des commentaires là, de Khadija qui nous dit ça commence dans le secteur public. ouais, On a Anne aussi qui nous dit la RSE fait partie de nos objectifs dans nos contrats fournisseurs. Mais ouais, effectivement, on est sur des premières actions qui ne sont pas forcément corrélées à un référentiel. Hein, par exemple, c'est pas parce que dans le service public, on nous dit tiens, vous devez mettre des critères RSE dans vos appels d'offres, qu'il y a une cohérence effectivement dans les critères qui vont être mis en œuvre vis-à-vis des labels et des différentes normes que l'on retrouve sur le marché. Donc, on essaye de trouver des critères et des fois, ben, c'est un peu essayer de trouver des critères pour trouver des critères. Et en fait, aujourd'hui, on a vraiment besoin de retrouver cette cohérence et de pouvoir s'appuyer sur des choses qui sont reconnues. Ça, c'est important. alors, demande des directions sont quel est l'outil leur permettant de calculer leur empreinte carbone. Donc là, on va retrouver dans la RSE calcul de l'empreinte carbone, évidemment. C'est ce qui revient en premier. C'est ce qui revient en premier et c'est ce qui revient en principal dans l'étude Agibayer. Ça, c'est clair. Parfait. Donc là, on revient sur le bilan carbone de l'ADEME. Hein. C'est ça. C'est l'ADEME qui a créé le bilan carbone, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Qui est la référence dans ce domaine-là. On pourra en discuter plus largement, puisqu'on va voir dans ce live aussi comment réduire le bilan carbone. On va revenir dessus quand même. À la fin, on va voir qu'il y a une différence entre réduire son bilan carbone et répondre à des indicateurs RSE. Alors, dites-nous, comment le régulateur va-t-il évaluer la RSE aux achats? Ça, il faudrait nous donner un petit peu plus d'éléments. Les critères sont choisis en fonction de son domaine d'activité. Alors, sur la régulation, peut-être qu'on pourrait expliquer que c'est une contrainte réglementaire. On pourrait dire que l'environnement de la RSE est une contrainte réglementaire par rapport à ce commentaire. Différents selon le domaine d'activité, on est bien d'accord. Obligation réglementaire, effectivement. Obligation réglementaire et on pourrait parler de jugement, en fait, de jugement vis-à-vis de cette obligation réglementaire. C'est-à-dire? Globalement, je pense que la question comment le régulateur va-t-il évaluer la RSE aux achats, on a les obligations réglementaires et Ouais. on va avoir qui va faire la police de ces obligations réglementaires. Donc pour certains, la RSE, c'est peut-être un danger législatif, hein, par exemple de mettre le patron d'une entreprise en prison si les éléments RSE ne sont pas mis en œuvre. Donc la RSE peut être vue aujourd'hui comme un risque. Ouais. Ouais, ça comme un risque pénal législatif sur le long terme. Ouais. Alors dites-nous, quels sont engagements, fidélisation des collaborateurs? Mais oui, bien sûr. Engagement,
Les collaborateurs, tout à fait. On Le fidélise. sens de l'entreprise. Ouais, donner du sens, tout à fait. On a énormément de personnes qui nous commentent, hein, justement, quand on est en entretien avec eux et qui nous disent, mais moi, en fait, j'ai besoin de venir me former chez vous parce que j'ai envie de donner du sens, effectivement, à mon métier, tout en ne perdant pas pied sur les bases de mon métier, qui est la performance économique. Alors, dites-nous, RSE à ce jour. Administration de l'engagement des fournisseurs sur du déclaratif, mais difficulté à passer à l'étape de management du RSE, démarche continue, PDCA. Très intéressant, Nordine. Alors, on pourrait dire que c'est du déclaratif. Est-ce que quelqu'un connaît les normes et les référentiels principaux de la RSE, des solutions de management RSE? Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Quel est l'ISO? Quelqu'un connaît l'ISO, justement, Nordine? Je ne sais pas si on a eu au-dessus. Est-ce que quelqu'un nous a donné la norme RSE appliquée aux achats ou la norme RSE tout court? Il y en a deux. Ah, quand même. Effectivement, ISO 26000, RSE et sa déclinaison, achat responsable, qui est la norme ISO 20400, effectivement. Voilà. Aurélia, Geoffroy. Effectivement. Est-ce que vous connaissez les solutions de management RSE bien connues, qui passent très souvent sur les réseaux, qui sont très souvent mises en avant par les entreprises? 14 On a la 001. charte RAFR. RFAR plutôt, je pense. C'est ça, charte RFR. Alors, charte label. RFR, tout à fait. Mais que je n'ai pas entendu plus vite parler de SA 8000, je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un peut étayer ça, là? SA 8000, ça ne me parle pas. Ah bah ça y est, il arrive. Ouais. Celui qui fait beaucoup de bruit. Ah voilà, quand même. Énormément. Voilà, mon Dieu. Tout à fait. Bon. On n'a pas beaucoup parlé, par exemple, de relocalisation. C'est des sujets qui remontent. Le Made in France, le friendshoring. Il y a plein de choses comme ça qui reviennent, des termes. Éco-conception, ça revient beaucoup. Ouais, Gaël nous donne justement la norme NFX 30 264 Oula. par rapport à l'éco-conception, justement. D'accord. Merci beaucoup. Bon, ce qu'on comprend ici, c'est qu'en fait, il y a énormément d'éléments, mais que tous rejoignent un point essentiel, qui est de se reconnecter aux fondamentaux du développement durable sur la partie sociale environnementale. L'objectif est d'améliorer le contexte d'impact social autour de l'activité, d'accord, et de réduire l'impact CO2. Ça, c'est vraiment la dimension RSE. Si on revient aux fondamentaux du développement durable, on ajoute la dimension performance économique, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, la performance économique ne peut être enlevée de la performance RSE, puisque si on ne mêle pas les deux, on va être obligé de faire des choix. Et on se rend compte souvent aujourd'hui que les entreprises, quand elles ont à faire un choix, elles choisissent le choix économique à court terme plutôt que le choix RSE à long terme, ce qu'on peut comprendre. Et l'idée derrière notre activité aujourd'hui, c'est d'essayer de joindre les deux. Est-ce qu'il y a encore des commentaires par rapport à ça? 14 on a des 21. commentaires intéressants, ouais, on a un commentaire de ACV, donc l'analyse du cycle de vie. Apparemment, on a la norme ISO 14041. Donc il y en a tellement que même nous, en fait, on ne les a pas tous exploités. Hein. 14041. Voilà, on a Alice, j'aime bien le commentaire d'Alice. Ouais. Pour la RSE, c'est quoi? C'est un TCO. Ben oui. Alors, aujourd'hui, on parle de TVO, Total Value of Ownership, mais c'est pareil. C'est une vision qui intègre les attentes des clients et des consommateurs à la fin. OK, quoi d'autre? 9001, OK, économie circulaire, bien sûr. L'économie circulaire, c'est un sujet qui remonte énormément. Vous l'avez compris, il y a énormément d'éléments autour de la RSE. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la vision globale de l'action en fait d'une direction achat au niveau d'un groupe, mais ça peut être un responsable achat au niveau d'une PME,
Et si vous êtes aujourd'hui acheteur catégorie, acheteur projet, eh bien, en fait, vous allez jouer un rôle dans tout ça. Imaginons, je vais le présenter, puis imaginons que vous soyez acheteur d'une catégorie achat, vous allez gérer tout ce scope-là, et vous allez devoir contribuer au management de la RSE globale de l'entreprise, à la réponse, pourquoi pas, des obligations réglementaires, en optimisant cette catégorie achat. L'idée d'avoir la vision globale qu'on vous apporte, c'est de pouvoir y voir clair sur exactement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi notre métier et comment avancer sur cette dimension-là. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie RSE. Donc, en gros, aujourd'hui, quand on est une direction achat, on a des enjeux organisationnels, ressources humaines, processus, RSE, tous les outils. Et bien sûr, on a un portefeuille achat avec des achats directs, indirects, des catégories, des familles, des sous-familles. D'accord ? Ce qu'on a vu sur les derniers lives, hein, comment transformer ça en tableau de bord de pilotage financier, extra-financier. On ne va pas revenir dessus. Là, aujourd'hui, donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, en violet. Aujourd'hui, on va se focaliser sur cette partie-là et plus spécifiquement sur cette partie-là, vraiment toute la dimension RSE. Cette dimension RSE, pour y voir un peu plus clair, la voici. On va avoir deux grands axes. Les solutions de management RSE, qui sont souvent des organisations plutôt privées, d'accord ? Et de l'autre côté, un cadre législatif transformateur européen, d'accord, sur lequel il va y avoir des directives françaises transposées. Donc, si on prend le cadre législatif transformateur européen, on va retrouver la fameuse CSRD, la taxonomie, le devoir de vigilance. Et dans les directives françaises transposées, on va retrouver la DPEF, le plan de sobriété. Dans le public, on a vu au début, il y en a qui sont dans le public, le PNAAPD, donc Plan national pour des achats publics durables, en gros. La loi climat, les bilans GES, la loi RIN, la loi Sapin 2. Par exemple, hein, il y a plein d'évolutions, ça évolue constamment. Mais en gros, là, vous avez une vision du cadre législatif européen et français. De l'autre côté, on va avoir des solutions de management de la RSE, où là, on va retrouver bien sûr la norme ISO 26000, qui est une norme volontaire, d'accord, sur laquelle vont se greffer différentes solutions. Par exemple, des labels thématiques, on va retrouver Great Place to Work, donc un endroit sympa pour travailler, tout simplement. Le numérique responsable, label NR, Envol, et plein d'autres labels thématiques. On va retrouver des labels généralistes. Donc là, on va retrouver langage RSE AFNOR, on va retrouver label Lucie, PME+, par exemple. Et on va retrouver des labels sectoriels, par exemple bio-entreprise durable, RSE Scope BTP, le label ISR, pour ne citer que. Sur la norme ISO 26000, on a une déclinaison ISO 20400, où là, on va retrouver notamment la charte RFR, qui est basée et qui est la référence sur la base de l'ISO 20400. Et après, oui, on va avoir des spécificités, hein. On va avoir des normes, la spécificité de la spécificité, de comment faire une ACV, comment faire de l'éco-conception. Donc ça, c'est des normes qui nous ont été remontées. Et après, on va même trouver des normes produits. Des fois, je ne sais pas, moi, si vous achetez dans l'agroalimentaire une matière bien précise, vous allez avoir une norme bien précise donc, sur l'environnement, sur l'économie circulaire. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Oui, tout à fait. On va retrouver également Bicorp, d'accord, autour des solutions de management RSE, qui est une solution très intéressante. Je vous invite à vous renseigner dessus. Puis on va retrouver les plateformes. Donc là, évidemment, EcoVadis, qui est l'ultra leader sur cette partie-là. On va retrouver également CEDEX, qui est plus international, qui est, à ma connaissance, moins connu en France, mais pourtant très, très développé à l'international. Et les audits SMETA, qui sont des audits RSE de terrain. Pour information, on a chez nous Jean-Christophe, qui fait des audits RSE dans le monde entier depuis maintenant plusieurs années. Hein. On est auditeur certifié RSE pour Bureau Veritas et autres solutions. On va retrouver, par exemple, dans les autres solutions. Ouais. C'est le référentiel le plus reconnu, d'ailleurs, hein, en audit de terrain. Ouais. C'est reconnu comme étant le plus sérieux et abouti de l'ensemble des référentiels audit de terrain que vous allez retrouver. Oui, tout à fait. Dans les autres solutions, on va retrouver par exemple Zeil, qui est une plateforme qui va rassembler plusieurs référentiels pour faire des autodiagnostics et pouvoir préparer finalement l'obtention des différentes solutions. Donc, effectivement, quand on arrive sur ça, voilà la RSE appliquée aux organisations, mais comment nous, aux achats, tout dépend évidemment de la place qu'on joue. Hein. Il y a aujourd'hui certains services achats qui sont vraiment responsables du management de la RSE des organisations. Pourquoi ? C'est très simple. Hein. Les achats, c'est entre 40 et 80% des impacts socio-environnementaux d'une entreprise. D'accord ? Ce qu'on appelle le scope 3.
Ça dépend évidemment de l'organisation, mais notamment les entreprises industrielles, on est vraiment en première ligne pour répondre aux enjeux RSE. Ce qui est intéressant, c'est que cet impact RSE correspond aussi à l'impact que nous avons sur le chiffre d'affaires. Finalement, si on reprend la vision globale ici, le portefeuille achat va représenter entre 40 et 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ici, les enjeux RSE vont répondre entre 40 et 80% des impacts RSE. Donc, ce n'est pas exagéré de dire aujourd'hui que les achats sont en première ligne pour répondre aux enjeux de demain. Et donc, aujourd'hui, dans notre fonction, on doit être capable de comprendre cet écosystème-là, de comprendre comment il fonctionne pour pouvoir y contribuer, soit directement si c'est notre mission directe. Il est possible, en tout cas c'est notre vision, que les achats qui sont devenus la supply chain, qui deviennent aujourd'hui des managers de la triple performance économique, sociale, environnementale, donc conjuguer performance économique et impact positif RSE, vont devoir finalement manager ces éléments-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'avec Guillaume, pendant longtemps, on a pensé que des gros acteurs allaient émerger et allaient capter en fait l'ensemble du fonctionnement management RSE, mais en fait, pas du tout. On se rend compte que chaque région met des financements pour créer son propre label. Ouais. En Occitanie, la région Occitanie a créé son propre label et on a des petits acteurs comme ça qui créent des labels de tous les côtés. Alors, pourquoi ils ne se raccrochent pas? Je pense qu'on a des problématiques commerciales liées à ça. Oui. Mais ça montre quoi? Ça montre que tout le monde veut y aller. Tout le monde veut y aller vite. Et vu qu'il n'y a pas de solution unique et universelle, eh bien en fait, tous les acteurs y vont de leur propre référentiel. Et en fait, je pense que ça ne va pas s'arranger. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de référentiels. Il y a les principaux, les plus reconnus, mais derrière, au niveau régional, au niveau d'une ville, vous allez avoir des labels et des associations qui vont s'ouvrir tous les jours sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. CEDEX Meta, c'est la même chose. Hein. C'est la même structure. Hein. C'est pour ça qu'on les a collés. Tu as tout à fait raison, Sébastien. Et là, l'idée, c'est que comment faire pour essayer d'y voir clair là-dedans? Il y a des choses qui vont nous être imposées, notamment tout ce qui est législatif. Et il y a des choses qu'on va choisir, notamment tout ce qui est solution de management RSE. Alors, parfois, il faut savoir que les clients de notre entreprise vont nous imposer certaines solutions de management RSE. Voilà. Il est classique d'avoir, par exemple, de se faire imposer EcoVadis, puisque à partir d'un moment où un de nos clients a choisi EcoVadis comme plateforme, eh bien, le système d'EcoVadis va scanner finalement tout l'écosystème fournisseur, et donc on va se retrouver dedans, et donc on va rentrer dans, par exemple, EcoVadis. Et donc là, l'idée va être de comprendre quelle est la RSE appliquée à mon organisation. Là, j'ai une grande masse. Quelle va être la RSE applicable à mon organisation? Donc, pour commencer, eh ben, ce qui va différencier ça, c'est l'entreprise, notre activité. Imaginons ici une entreprise agroalimentaire biologique de 150 salariés. Effectivement, le cadre législatif européen s'applique très peu et au niveau des directives françaises, très peu également. Par contre, aussi au niveau des solutions de management RSE, on va pouvoir vraiment travailler avec un grand nombre de solutions. Ensuite, quelle est la RSE? Ouais. Là, on est vraiment sur du volontaire. Hein. Je rappuie les propos de Guillaume. On n'est pas sur quelque chose qui nous est imposé par le client. D'ailleurs, quelque chose qui nous est imposé par le client, c'est peut-être ce qu'il y a de plus complexe pour les acheteurs. Parce que là, on est obligé d'aller jusqu'au bout de la démarche. Tandis que sur ce qui va être réglementaire, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus sur du déclaratif. Donc, si vous organisez bien les choses et que vos présentations sont bien faites, globalement, il n'y aura jamais de problème. Mais là, on est sur du volontaire. Là, on est volontaire pour mettre en place une démarche et aux achats, justement, sur quoi on va aller. Oui, tout à fait. Donc, voilà le cadre applicable. Et ensuite, on va essayer d'identifier là-dedans qu'est-ce que je vais vouloir mettre en œuvre. Et par exemple, on peut choisir de mettre en œuvre un EcoVadis, si on est dans une entreprise agroalimentaire, hein, un EcoVadis croisé avec des audits méta, pour à la fois avoir un scan du marché. Imaginons peut-être qu'on travaille par exemple pour Auchan et qu'Auchan nous ait demandé de suivre le fonctionnement EcoVadis, d'utiliser la plateforme EcoVadis, et que nous, on mette en place des audits méta pour venir croiser du déclaratif avec des audits terrain pour pouvoir consolider notre démarche. D'accord ? Il faut savoir qu'il est important de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Non seulement c'est une gestion du risque, hein, si on a un partenaire qui augmente ses coûts brutalement, ou s'il y a un souci d'image, peut-être un scandale qui peut arriver, etc. Tout simplement.
Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé? Le scandale sur les grosses solutions vont arriver. Alors, sur Oui, des audits méta, là, on est sûr que c'est physique. Sur l'EcoVadis, c'est du déclaratif questionnaire. Ça va oui, arriver, hein, le coût de l'entreprise qui a une RSE absolument horrible, mais qui a une super note EcoVadis. Un jour ou l'autre, ça arrivera. Donc, il ne ouais. faut pas effectivement tout miser sur l'EcoVadis. Ouais, ouais. On leur souhaite pas, évidemment. C'est hyper sérieux, EcoVadis. C'est vérifié par 3 personnes. Chaque document est vérifié. Mais vous savez, il y a toujours des champions de la falsification. Et à un moment donné, il n'y a que l'audit de terrain qui va pouvoir consolider ça. Donc, si vous mélangez, vous mixez plutôt EcoVadis avec des solutions de management RSE, comme par exemple des audits méta-terrain, eh ben, un fournisseur qui vous a remonté des informations via EcoVadis, vous allez pouvoir l'auditer sur le terrain de manière cyclique, hein. On n'audite pas tous les fournisseurs chaque année. Mais derrière, ça vous permet d'avoir une approche vraiment solide de votre management RSE. Voilà, c'est un exemple. Au niveau de la norme ISO 26000, on va peut-être choisir d'aller sur un engagé RSE AFNOR, d'accord. Et vu qu'on est dans le bio, pourquoi pas d'aller chercher un label sectoriel bio entreprise durable. Et comme on a une sensibilité par rapport à la démarche Bicorp, on pourrait aussi aller chercher le label Bicorp. Donc, imaginons que la RSE que je décide d'appliquer ou qui m'est imposée, d'accord, eh bien, ce soit celle-ci. Au niveau des directives françaises transposées, très peu de choses, hein, loi climat, plan de sobriété. Au niveau des solutions de management de la RSE, EcoVadis croisé avec des audits méta. On va aller chercher le label engagé RSE AFNOR. On va aller chercher le label bio-entreprise durable et on va devenir une entreprise Bicorp. Si on rassemble ça au niveau synthétique, eh ben, on va avoir ces éléments-là sur lesquels on va devoir finalement récupérer les indicateurs pour pouvoir y répondre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que vous avez une vision plus claire? Il faut quand même démontrer les... Bah oui. Alors ça, je pense qu'on était sur l'EcoVadis, mais encore une fois, les documents, vous mettez ce que vous voulez, hein. Si vous Mm. voulez vous justifier à travers une procédure, Ouais, tout à fait. Est-ce que vous y voyez plus clair déjà sur l'univers de la RSE et comment finalement le décliner et avoir une vision très claire de c'est quoi la RSE applicable à mon entreprise? C'est extrêmement important. Rappelez-vous, au début, on avait plein d'infos, éco-conception, des normes, etc. Est-ce que vous avez une vision plus claire de comment finalement affiner votre vision de tout ça? Dites-le nous dans les commentaires. normalement, on s'attend à ce que tout le monde nous dise, ça reste encore super compliqué. C'est lourd. On a EcoVadis d'un côté, SMETA de l'autre, la loi climat, ça nous fait encore beaucoup de travail pour créer, admettons, notre propre grille d'audit, hein. Bon, Quentin nous dit que c'est clair. C'est clair, Oui. Delphine? On veut s'assurer de ne pas vous perdre parce que là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet maintenant. Très clair, super. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Au-delà, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui aurait été oublié sur la masse, ça évolue tellement vite. Il y a en fait aujourd'hui des créations tous les jours de labels, de solutions. Quels inputs? L'analyse de matérialité, on l'intègre dans le cube stratégique LinkedIn User. On fait une analyse de matérialité, effectivement. Et on la retrouve dans certains indicateurs où on pourrait l'utiliser, effectivement. Le commentaire de Laurent, justement, me prépare un peu ce qu'on va présenter derrière. Il nous dit la méthode plutôt claire, mais la synthèse de tous les éléments est tardive. C'est exactement Ouais, ça. tout à fait. Bah, justement, c'est le sujet du jour. C'est comme un éclair de soleil dans les nuages. Oh là là, je vais verser une larme. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Des users poètes. La clé d'entrée pour initier la démarche n'est pas claire. On va y venir. Alors, eh ben, une fois qu'on a ça, on sait quels sont les référentiels sur lesquels on va travailler. Et c'est important d'avoir une vision globale parce que souvent, on va aller pousser un EcoVadis, puis un Bicorp. Enfin, on ne va pas avoir de vision globale des choses et il est possible qu'on perde du temps en faisant ça. Alors que si on a une vision globale, eh ben, on va pouvoir gagner du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On a identifié tous ces référentiels, eh ben, on va aller chercher les informations. Et donc, langage RSE AFNOR, on va récupérer les éléments de langage RSE AFNOR, EcoVadis pareil, impact.gouv pareil, et ZEI qui est intéressant, qui vous permet d'avoir un scan global des différents référentiels, de faire des autodiagnostics. D'accord, il faut faire attention, hein, il vaut mieux récupérer quand même les indicateurs en temps réel des différentes solutions. Par contre, ZEI fait une veille de ça qui permet de commencer à faire des autodiagnostics et de rassembler les informations. Donc là, vous avez un exemple d'extraction de base de données.
Et là, ça va vous rappeler quelque chose, Sébastien. Tu peux nous parler un peu de data autour de ça? Bah, effectivement, si on télécharge des référentiels ISO 26000 et EcoVadis, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter l'ISO 26000, l'EcoVadis, mais effectivement, on va rentrer dans le système, on va se rendre compte que l'on va avoir des dizaines, voire des centaines de points sur lesquels on doit se poser des questions et mettre en place des actions. Tout à Et en fait. fait, nous, au travers du data management, donc c'est quelque chose que l'on est en train de travailler aujourd'hui, on pourrait dire qu'on a créé on est en train de créer notre laboratoire par rapport à ça, mais on essaie de traiter via le data management, en fait, l'ensemble des exigences de chaque référentiel et d'essayer de les recouper. Parce qu'on se rend compte qu'on a des sujets qui sont complètement transversaux, quel que soit le référentiel. L'ISO 26000 aborde des points qui sont exactement abordés sur EcoVadis. La charte RFAR, c'est pareil. On retrouve des éléments liés au paiement des fournisseurs, liés au recrutement, liés à la formation des acteurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que peut-être qu'en 5-6 points, eh bien, en fait, on va répondre à une cinquantaine de points, 10 points de l'ISO 26000, 10 points d'EcoVadis, 10 points de la charte RFAR. Et en fait, ce qu'on est en train d'essayer de créer, c'est effectivement une synthèse de l'ensemble des référentiels d'envergure sur la RSE. Ouais, tout à fait. Martha, justement, je pense que là, Sébastien vient de répondre à ta question. Effectivement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui d'appliquer le data management à tout cet écosystème RSE, de la même manière, pour ceux qui nous suivent depuis maintenant plusieurs années, qu'on l'a fait sur toute la partie portefeuille. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des tableaux de bord financiers, extra-financiers extrêmement performants qui vont pouvoir mesurer les baisses d'impact CO2, les évolutions des coûts, bref, tout ce qu'il faut savoir pour structurer sa stratégie et mener des projets. Eh ben, on va mettre en place la même chose sur les indicateurs RSE pour permettre finalement aux managers de la triple performance des organisations de pouvoir réduire finalement le temps de travail en ayant une vision plus claire justement des actions à mener pour répondre à plusieurs indicateurs et éviter de faire 3 fois le même travail, finalement d'avoir une vision beaucoup plus structurée et de prioriser. C'est ça, il y a des doublons partout. En fait, il y a des Ouais. doublons partout. Et là, alors nous, vous allez dire, mais en quoi on est crédible pour faire ou légitime pour faire ça? Effectivement, déjà nous, on a une expérience effectivement de l'ensemble des sujets RSE parce qu'on a toujours travaillé le sujet RSE en parallèle de la performance économique. Moi, spécifiquement, je suis un ancien responsable qualité, donc je dormais avec des normes sous l'oreiller. Donc, pour le coup, lire des référentiels et effectivement arriver à déduire les actions à mettre en œuvre, en fait, c'était ma première initiative. Et là, on le voit, on prend les différents référentiels et on se rend compte que, tiens, l'action numéro 1 formée, on la retrouve dans tous les référentiels. C'est ça. Donc, Là, par exemple, engagé RSE AFNOR, on va retrouver ici. Donc, est-ce qu'on intègre la RSE dans les cahiers des charges? Est-ce qu'on a réalisé une analyse de risque RSE de nos familles d'achat, etc. On va retrouver par exemple ici sur EcoVadis, est-ce qu'on dispose d'une politique achat rédigée, intégrant des critères environnementaux pour favoriser les solutions, etc. la politique Voilà, achat, vous l'avez dans chaque référentiel. Chaque référentiel vous parle d'avoir une politique achat avec des critères RSE. Donc là, c'est ça. dites-vous bien, si vous mettez en place cet outil-là, eh bien, vous répondez déjà à un point de l'intégralité des référentiels existants et labels C'est ça. existants sur la RSE. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a pas de solution au monde qui rassemble les différents éléments. Je pense que c'est un problème commercial. EcoVadis ne peut pas mélanger ses actions avec le CEDEX, ne veut pas mélanger ses actions avec l'ISO. Ouais. Et la problématique, c'est qu'il n'existe aucun référentiel croisé. Et clairement, nous, au travers de notre laboratoire de travail autour de la RSE, c'est ce que l'on est en train de créer et c'est quelque chose que l'on devrait avoir en fin d'année. Et la slide juste précédente, eh bien, en fait, c'est un peu la vision finale du tableau de bord qui en découlera. Voilà. Ouais, okay. Sur ce tableau de bord-là, on pourra cibler tel type d'action et on verra les différents référentiels applicables et les types d'actions à mettre en œuvre sur ces éléments. Ouais, vous imaginez un portefeuille d'indicateurs, en fait, tout simplement, qu'on va segmenter et qu'on va transformer en vision très simple, où en fait, une action va répondre à plein d'indicateurs et ça nous évitera de perdre énormément de temps sur ces sujets-là. Là, on voit évidemment la part des acheteurs et membres de direction achat qui ont été formés aux achats responsables, tout simplement. On va avoir, si on prend l'impact.gouv,
L'organisation dispose-t-elle d'un plan d'action achat responsable rédigé au cours de ces 3 dernières années qui vise à intégrer des critères RSE pour favoriser produits, services, etc. Voilà. Et donc là, en fait, on se retrouve sur 2 actions, en fait, finalement. Là, on a pris vraiment un exemple. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicateurs. Finalement, on se retrouve sur action former et formaliser la politique et les processus achats, tout simplement. Et en les déployant, finalement, on va y répondre. Donc, on a deux façons de travailler le sujet. Soit on le prend de manière spécifique. Donc là, pour répondre à la question de Serge, est-ce que les référentiels sont dispo sur leur site? Ben oui, ISO 26000, vous achetez la norme ISO 26000 et vous avez effectivement tous les éléments. Si vous vous concentrez sur l'ISO 26000, tout va bien se passer. Maintenant, si vous voulez avoir une vue globale parce que vous dites un jour ou l'autre, j'ai un client qui va me demander un point, un autre client qui va me donner un autre point, il faudrait que je puisse pouvoir aborder les différents sujets RSE et être en mesure de pouvoir dire à ma direction commerciale, par exemple, c'est bon, au travers de mes actions mises en œuvre, avec mon plan d'action sur 3 ans, je suis certain ou certaine de balayer le référentiel ISO 26000, 20400, RFAR, EcoVadis, dans une seule démarche. Et ça, en fait, pour avoir ces différents référentiels, c'est la solution qu'on a présentée tout à l'heure. Zei vous permet de vous tester sur les différents référentiels, mais ne vous permet toujours pas d'avoir la synthèse des différents référentiels. Ça, je pense qu'on sera les seuls à le proposer d'ici plusieurs mois. Oui, et puis en fait, c'est surtout que nous, on va jusqu'à la réalisation de projets qui vont réduire de manière mesurable l'impact CO2 et améliorer les conditions sociales. C'est ça le cœur de métier aujourd'hui la raison d'être de la méthode PES. Aujourd'hui, toute cette réponse aux indicateurs, c'est vraiment pour contribuer au management de la RSE parce qu'on va devoir le faire. Et comme on va devoir le faire, eh bien, on va essayer de le faire de manière la plus efficace possible. Martha, pour répondre à ta question, nous, on va fournir effectivement un outil qui va permettre d'amener finalement cette vision que tu as sous les yeux, de prioriser évidemment sur la partie indicateur RSE, mais aussi surtout finalement, c'est ce qui compte aujourd'hui dans la vision qu'on pousse au niveau de la communauté des acheteurs RSE et de la méthode PES, c'est d'aller dans l'action. En fait, pour faire simple, si on reprend l'exemple qu'on a pris de former les équipes achats, si tu veux réduire l'impact CO2, par exemple, réduire l'impact environnemental, améliorer les impacts sur la biodiversité, améliorer le contexte social, relocaliser, éco-concevoir, etc., en fait, tu vas devoir former tes équipes. Et on se rend compte que parfois, même très souvent, les enjeux et indicateurs réglementaires vont croiser la capacité de l'entreprise à changer. Aujourd'hui, le contexte réglementaire est surtout organisationnel. Et donc, on intègre ça à l'intérieur de notre diagnostic achat, qui est un des sujets qu'on a traité dans des lives précédents l'année prochaine, peut-être qu'on le fera là cette année. On intègre cette dimension RSE. Donc, si on reprend tout l'hémisphère gauche du début du live, en fait, nous, on a aujourd'hui un diagnostic qui couvre tout. Processus, équipe, donc toute la partie ressources humaines, toute la partie outils, data management, etc. Et la RSE en fait partie et on l'intègre là-dedans. Et en fait, l'outil qu'on est en train de créer va permettre de chapeauter tout ça pour identifier quelles sont les actions prioritaires à mener pour qu'à la fois on puisse répondre au cadre réglementaire, donc être dans la légalité, aller chercher une amélioration de nos notes sur les différents labels, etc., ou obtention d'un label, mais surtout avoir priorisé sur les actions qui vont nous permettre d'agir. Et c'est le plus important. C'est le dilemme de l'acheteur. L'acheteur, lui, doit se concentrer sur son organisation financière, doit travailler là-dessus. Et en fait, la RSE, quand on aborde la RSE, on se rend compte que c'est que des actions organisationnelles, quasiment, sur les référentiels. Faire une politique achat RSE, c'est organisationnel. Aller mettre en place un plan de formation, c'est organisationnel. Ça n'a pas de lien avec la gestion opérationnelle de nos achats, de nos commandes, de nos appels d'offres au quotidien. Donc, surtout, Seb, ça ne va pas réduire l'impact CO2 de l'entreprise. Ça ne va pas améliorer le contexte social. C'est ça qui est important d'avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, l'organisationnel ne fera pas changer les choses. Et c'est ce sur quoi on va terminer le live aussi. On va revenir sur les fondamentaux. Mais aujourd'hui, les indicateurs sont très organisationnels. D'accord ? On vous demande de mettre en place des actions qui sont censées vous permettre ou vous faciliter votre action. Voilà. C'est pour ça qu'en priorisant aujourd'hui au niveau organisationnel, on croise 2 axes. La criticité de capacité de changement, donc d'agir finalement, de mener des projets, des stratégies, etc., pour réduire cet impact de manière mesurable. Et de l'autre côté, évidemment, les contraintes externes, réglementaires, etc.
Alors, la matrice n'est pas subjective. On a, donc évidemment, là, on vous donne une synthèse. La réalité, c'est qu'elle est évaluée de 0 à 10 de chaque axe. Et derrière, vous allez avoir, comme une analyse de risque, hein, tout un ensemble de critères qui vont être évalués et qui vont nous permettre, sur chaque plan d'action, adapté à notre organisation, de définir justement une note et un positionnement. Là, on n'est pas sur un sujet comme on a pu voir par exemple en licence, où nos élèves apprenaient les matrices, mais qui s'amusaient à mettre au jugé les numéros. Tiens, celui-là, je le mets là, celui-là, je le mets là. Non, là, on est vraiment sur quelque chose qui est abouti avec toute une analyse de risque et organisationnelle avant. Oui, tout à fait. Donc, l'idée va être de faciliter, de mettre en capacité chaque acheteur, chaque manager de la triple performance, chaque manager RSE, finalement, de mettre en œuvre un plan d'action qui, à la fois, permette de répondre à un maximum d'indicateurs avec un minimum d'énergie à mener, finalement un minimum d'action, mais surtout de bien identifier ce qui va mettre l'entreprise en capacité d'agir. C'est extrêmement important. À un moment donné, prenons l'exemple du bilan carbone. C'est bien de passer 1 an à définir son bilan carbone. Faire ton bilan carbone, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va te permettre de le réduire. D'accord ? Donc, parfois, la mise en place du bilan carbone qui va être vue comme étant la priorité, eh ben, on va mettre 1 an et demi à le faire. Et pendant 1 an et demi, on aurait pu s'attacher à mener des projets. Donc, il est très important d'avoir cette vision globale pour derrière, tout simplement, consolider un plan d'action. D'accord ? Donc, vous allez mettre des référents projets sur vos priorités d'action et lancer ces priorités d'action, tout simplement, en intégrant cette dimension, accompagner l'organisation vers un modèle plus durable et performant, c'est-à-dire rentrer dans vraiment la vision opérationnelle. Est-ce que, à ce stade, c'est plus clair pour vous ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous, comment vous feriez pour synthétiser les actions des différents référentiels ? Est-ce que vous avez des idées ? On a une question de Nordine qui nous dit votre futur outil possède une API. Alors, ça ne sera pas une solution développée en SaaS initialement. En fait, on va faire le travail. Je pense qu'on sera de toute façon sur une base Excel. Hein, c'est la base universelle et la plus rapide. Et effectivement, ce qui est prévu, c'est d'en faire une solution SaaS dans un deuxième temps. Mais ça sera effectivement le chemin le plus court, ça on vous le garantit, vers un plan d'action bien précis sur le sujet. En fait, on ne va pas pousser tel ou tel référentiel, on va vraiment pousser à l'action. L'idée, c'est de simplifier tout cet écosystème-là, parce qu'il va y en avoir de plus en plus de réglementations, de plus en plus de labels, etc. Et l'idée, c'est de vous mettre en capacité déjà d'avoir le bon fonctionnement cérébral méthodologique pour approcher les choses de manière méthodique et simple, transformer ça en plan d'action, pouvoir vendre ce plan d'action en interne et déployer ce plan d'action de manière efficace, sans oublier d'agir. On va y venir juste après. Mais à un moment donné, agissez, d'accord ? Là où vous allez vraiment faire de la RSE et vous écarter du greenwashing, parce que, attention, remplir des indicateurs sans réfléchir, sans sens, sans agir, là, on n'est pas connecté au terrain, on ne fait rien qui va réellement améliorer le contexte RSE, d'accord ? Et donc là, par contre, on est effectivement dans ce qu'on appelle du greenwashing, où en fait, on mène en place des actions pour avoir des belles notes et des beaux machins, mais en réalité, on ne fait pas grand-chose. Là où l'enjeu se joue, c'est ici. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, hein, dans le live d'il y a 2 semaines. L'enjeu se joue sur votre portefeuille. C'est en agissant sur votre portefeuille, et voici 2 exemples, hein, donc de projets. Hein, ça, je reprends ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Ce sont des projets. Par exemple, ici, vous êtes dans une entreprise agroalimentaire qui sur un projet bouteille en verre. Vous allez éco-concevoir la bouteille, vous allez baisser le poids de la bouteille en l'éco-concevant. Et en baissant le poids de la bouteille, vous allez à la fois, évidemment, baisser son prix, ce qui est intéressant, mais aussi baisser son impact CO2 de manière mesurable. Ici, on est sur la base du BE éco-emballage de Citeo. Et finalement, c'est ces résultats-là cumulés. Donc là, on a des baisses de CO2, 234 tonnes, 290, 900, 1300 tonnes, des gains effectivement financiers qui vont s'accumuler. Donc ça remonte dans le tableau de bord qu'on vous a montré la semaine dernière. Mais ces résultats-là vont venir amener des améliorations concrètes et mesurables pour réduire le bilan carbone, d'accord ? Et va répondre à de nombreux indicateurs. Avez-vous mis en place des actions pour réduire votre impact CO2 ? Oui, regardez, on a fait ça. Et ce qui est beau,
c'est qu'en plus, on a mesuré les impacts carbone qui nous ont permis de réduire notre impact carbone de manière mesurable. Et là, on est dans de la vraie action. C'est ça, ça nous permet aussi de répondre à des actions qui ont peut-être été mises en œuvre avant. Alors, ce n'était pas le cas dans la société, parce que c'est un cas réel, mais si on avait eu une politique achat RSE, la politique achat RSE aurait justement pu dire cette année, on va travailler sur nos emballages en verre qui sont en fait notre première charge de CO2 sur la société. Et l'action, en fait, en découle immédiatement, c'est que le projet a été traité. Pour traiter le projet, par contre, il a fallu former l'acheteur techniquement à effectivement comment sont conçues effectivement les bouteilles. Donc là, on a travaillé avec les verriers sur une phase en amont pour apprendre effectivement le process de travail du verrier pour comprendre là où on pouvait agir. Et derrière, la solution qui a été de choisir de réduire l'épaisseur du verre, c'est pas une solution que le fournisseur a trouvée. C'est une solution que l'acheteur a soufflé au fournisseur complètement. C'est vraiment nous qui nous sommes positionnés en tant que prise de recul. Ok, vous nous avez expliqué, on a été formé, on a compris effectivement comment une bouteille se fabriquait. Mais une des actions effectivement de cette société-là, ça a été de former techniquement son acheteur pour lui permettre d'aller plus loin sur le sujet et d'être dans l'action. Ouais, tout à fait. Un point intéressant, c'est que le procédé qui a été développé pour faire ces bouteilles, procédé du sable de verre, n'a pas été appliqué uniquement aux bouteilles chez le client, d'accord, mais en fait a été appliqué à toutes les bouteilles chez le fournisseur. Donc en fait, les impacts que vous voyez ici sont ceux liés au modèle de bouteille concerné, d'accord, qui a été d'ailleurs dupliqué aux autres modèles de l'entreprise. Donc il y a plein de bouteilles qui ont été concernées, donc les impacts sont très importants sur le client qui a formé ses acheteurs. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, le verrier a utilisé ce procédé-là pour toute sa fabrication. Et donc, il y a eu des impacts CO2 monstrueux chez ce verrier-là qui, depuis, a été copié par ses confrères. Et on se rend compte qu'en fait, un acheteur qui va, là on parle d'enjeux qui sont ridicules à l'échelle du marché du verre, va, par son action, au bénéfice de son entreprise en premier lieu, va essayer de réduire l'impact environnemental et d'améliorer la performance économique. Ça va se diffuser sur tous ces modèles de bouteilles, tout ça est réel, hein. Ça va se diffuser sur toutes les fabrications du verrier et derrière sur tout le marché du verre. Et en fait, c'est comme ça que vous allez devenir un leader impact. Imaginez que tout le monde fasse ça, les enjeux et les impacts pour répondre aux enjeux de demain vont être très importants. Un autre exemple. Beaucoup d'innovations sont poussées par les acheteurs, hein. Beaucoup d'innovations sectorielles. Là, c'est une innovation sectorielle au final qui a été amenée. Pourquoi elle fait boule de neige? En fait, pour les producteurs de bouteilles en verre, ils améliorent considérablement leur marge en réduisant de 20% l'utilisation de taux matière. Donc évidemment que derrière, tout le monde s'est mis à utiliser ce process de production innovant. Et en fait, quand on est aux achats, on a un impact sur son entreprise. Et des fois, ça peut rebondir de manière assez phénoménale. Par exemple, si on est dans l'aéronautique, tiens, il y a une pièce qui est toujours fabriquée sur un assemblage de trois éléments, c'est historique. Et puis d'un coup, il y a un acheteur qui trouve une innovation pour revoir la conception de cette pièce pour qu'elle ne tienne qu'en un seul tenant, nécessite 2 fois moins d'usinage, 3 fois moins de transport. Et bien en fait, vu qu'économiquement, ça sera super viable pour les sous-traitants, et bien en fait, vous allez avoir tout le secteur d'activité qui va être modifié et cette pièce historique qui va être complètement revue vers le nouveau modèle que vous avez peut-être développé, vous, pour votre entreprise à la base, et vous avez mis en place une innovation sur l'ensemble du secteur d'activité sur laquelle votre entreprise évolue. Et là, ça, c'est génial. Ouais, vous pouvez faire bouger les choses, hein. Vous pouvez faire bouger les choses au-delà de votre portefeuille. Là, on est sur un acheteur catégorie qui a mené ça et voilà, et on a des dizaines d'exemples hein, de personnes qui ont mis ça en place. On peut continuer à les appeler des acheteurs. Nous, on préfère les appeler aujourd'hui des managers de la triple performance, puisque vraiment, vous voyez, on conjugue performance économique et impact, réduction de l'impact environnemental. Rappelez-vous les priorités des directions achats en 2023. Là, on y répond clairement et c'est un projet qui a déjà une petite dizaine d'années, quoi.
Ensuite, concernant, là, je prends un autre exemple de projet transport où là, effectivement, on va optimiser les palettisations, on va revoir les plans de transport, et cetera. Et là, on va réduire l'impact CO2 de 28% sur la base de objectifs CO2. Et donc, en fait, on va également, encore une fois, venir enlever le bilan des impacts CO2 du bilan carbone. Donc, même si le bilan carbone, finalement, est très approximatif, hein, bilan carbone se base sur le bilan de l'entreprise, c'est hyper light en termes de précision. Par contre, vous allez être capable de mesurer les impacts avant-après de vos projets et vous allez pouvoir remonter des résultats, d'accord, sur votre tableau de bord, hein, des résultats qui sont très précis et qui donc vont venir dégréver le bilan carbone de manière indiscutable. Et donc, vous rentrez dans une vraie démarche d'action, d'accord, qui va venir à la fois répondre aux indicateurs, d'accord, mais surtout vous permettre d'agir et d'avoir un vrai impact dans votre action et un métier hyper intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, on a Jean Chevrier qui nous dit: attention, il faut impliquer le BE, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Oui, tout à fait. Nordine, une idée pour synthétiser les actions RSE, Microsoft Project Online, une équipe, un panel de fournisseurs, oh là là, un fichier online pour voir le résultat synthétique et provisionation fournisseur égale une carte projet avec une. Écoute, ça a l'air super intéressant, Nordine. Je pense que tu es assez poussé là-dessus. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous. Ce sera un plaisir d'en discuter avec toi, qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu fais. Ça a l'air vraiment passionnant. Ta vision peut aider à faire avancer notre cause, je dirais, la cause globale. Pour arriver à votre exemple, il faut une ACV afin de déterminer, bien sûr, LinkedIn User. Alors, je ne sais pas si tu as suivi tous les lives qu'on a fait sur la gestion de projet. Là, on est sur juste un exemple pour rappeler qu'il faut aller dans l'action. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des méthodologies éprouvées qui permettent évidemment de faire cette analyse ACV. Mais il n'y a pas que l'ACV, il y a le TVO aussi. Hein. On a une analyse coût, mais aussi une analyse des impacts socio-environnementaux sur tout le cycle de vie, évidemment, d'un achat. Et ça fait partie, justement, on a vu la matrice tout à l'heure, l'analyse ACV, donc l'impact du cycle de vie produit sur l'eau, sur l'air, sur les sols. Ça, effectivement, c'est des éléments que l'on travaille déjà, nous, dans notre analyse de risque projet par projet, pour nous permettre de déterminer ceux qui ont le plus d'impact sur justement les différents éléments pour nous permet de prioriser en disant tiens, les bouteilles en verre, c'est ce qui a le plus d'impact sur l'eau, les sols, l'air. Donc c'est quelque chose que si nous allons mettre en œuvre un projet d'envergure, nous allons réduire de manière plus considérable encore nos enjeux. Oui, tout à fait. Pour rappel, donc, effectivement, aujourd'hui, dans ce qu'on vient de vous présenter, la méthode PES, donc là, vous avez accès à l'e-book gratuitement, va vous permettre de vous donner les étapes clés pour y arriver. D'accord? Le mieux étant évidemment de se former de manière un peu costaude, mais déjà, avec ces éléments-là, vous allez pouvoir avancer, améliorer, affiner votre vision, d'accord, de tout ça. Au niveau de notre mission aujourd'hui à SWOT, c'est de vous aider à trouver ce qu'on appelle l'ikigai aux achats, qui est un équilibre finalement entre ce dont le monde a besoin. Aujourd'hui, le monde a besoin de personnes qui sont capables de transformer les organisations de l'intérieur pour qu'elles soient à la fois plus performantes au niveau RSE, mais également au niveau économique. Hein. Donc, accompagner les organisations vers un modèle plus durable et performant. Ce besoin-là des organisations, si vous êtes doué pour le faire, et c'est là où nous, on peut vous aider à vous apporter la méthode, les outils, la vision, la philosophie pour y arriver, finalement, vous êtes doué pour faire quelque chose dont les entreprises ont besoin, vous allez être payé pour ça et reconnu pour ça. Savoir que l'avantage aujourd'hui de la RSE aux achats, quand on l'intègre avec la dimension lean management et data management, c'est que vous allez avoir un niveau d'expertise extrêmement élevé qui va être très reconnu par les entreprises. Donc, vous allez être payé pour ça et très bien payé pour ça, ce qui est quand même quelque chose d'important. Évidemment, vous allez agir, vous allez donner du sens à ce que vous faites. On vous a donné l'exemple de l'acheteur là, sur les bouteilles, les transports, etc. Vous allez avoir des impacts qui vont dépasser finalement le scope de votre entreprise. Vous allez mener des actions à forts enjeux qui vont, vous allez faire votre part finalement dans les enjeux de demain. Et donc, vous allez aimer ce que vous faites. Et donc, passion, profession, vocation, mission. L'idée derrière la méthode PES aujourd'hui est de vous aider à trouver cet équilibre-là vers une carrière professionnelle durable et satisfaisante. Si vous aimez bien changer régulièrement d'activité et d'entreprise,
Eh bien, en fait, si vous réussissez, je ne sais pas, à mettre en place ce qu'on a vu précédemment sur le verre, une nouvelle implémentation, optimisation sectorielle, eh bien, en fait, vous pourrez facilement changer d'entreprise pour mettre en œuvre exactement les mêmes éléments. Ouais. Là, j'ai en tête quelque chose que j'ai vu passer dans mon fil publicitaire ce matin. Alsfat, c'est une marque effectivement de vêtements qui est en train de redéfinir effectivement avec des producteurs de vêtements comment doit être fabriqué et conçu un vêtement. Donc là, en fait, ils sont en train de redéfinir de A à Z parce que le secteur du textile a complètement perdu la notion effectivement de ce que peut être un TCO sur le terme. Donc en fait, les fondateurs de cette marque sont en train effectivement de travailler, faire ce travail d'acheteur. Et derrière, on va avoir plusieurs marques qui vont se lancer sur ce même domaine parce que l'acheteur a trouvé une nouvelle méthode pour venir effectivement concevoir des vêtements et réfléchir à ce que ces vêtements soient beaucoup plus durables dans le temps et donc Mm. viennent réduire énormément l'impact du secteur du textile sur l'environnement. Ouais. Effectivement, c'est un vrai sujet. On se rend compte aujourd'hui que plus on va monter, plus on va intégrer cette dimension RSE, client, utilisateur, levier technique, plus finalement on va travailler de manière transversale avec tous les services. Et finalement, la fonction achat est un petit peu dépassée dans sa vision ancienne, au bénéfice de carrément repenser parfois les business models des entreprises. Là, ça devient très intéressant. Ça nécessite quand même un niveau de maturité globale dans l'entreprise assez élevé. Et ça, on pourra en discuter sur un prochain live. Pour terminer, ceux qui souhaitent monter en compétences dans la présentation, si vous nous envoyez un email, vous pourrez télécharger le catalogue des formations. Et pour finir, tout simplement, ici, vous avez l'adresse hello@swot.fr. Vous nous envoyez un email et je vous enverrai personnellement tous les éléments de cette présentation. Ce qu'on espère, c'est que ça vous a apporté une meilleure vision de tout ça. Dites-le nous là dans les commentaires. Est-ce que ce live qui est un petit peu différent, puisqu'on est rentré quand même dans des sujets sur lesquels qu'on aborde assez peu, qui sont des sujets d'avenir au niveau de la méthode et de comment vous permettre de répondre à ces obligations que vous allez avoir. Est-ce que ça vous a amené une vision plus claire déjà des sujets RSE, de la réglementation, de comment manager ça, de comment transformer ça en plan d'action de manière optimale pour éviter de perdre du temps, et puis surtout de bien nous rappeler qu'il faut rentrer dans l'action pour finalement donner du sens à ce qu'on fait, mais aussi finalement répondre à ces indicateurs à terme. Dites-nous dans les commentaires et puis dites-nous un petit au revoir au passage, puisque ça y est, on a terminé ce live. Sébastien? Et on est dans les temps. Je crois que c'est la première fois. On n'aime pas trop parler indicateurs quand même, il faut le dire. On s'est un peu forcé à parler de ces sujets-là, puisque nous, on est vraiment issus du terrain. L'histoire de SWOT, en fait, on a fait de la RSE sans le savoir pendant 10 ans. Et quand on a créé le terme achat RSE, qui est le fait de connecter performance achat et impact RSE, effectivement, on n'imaginait pas que ça allait prendre cette dimension-là, en fait. Nous, on le faisait parce que ça nous permettait de faire des économies et qu'on aimait bien donner du sens à ce qu'on fait. Mais à la base, on n'est pas du tout parti des réglementations comme pour monter un business ou j'en sais rien. On est vraiment parti, nous, de la fonction achat. Et puis, en fait, en essayant de construire la recette des achats, on s'est rendu compte que le data management, que le lead management, que la RSE, c'était indissociable. Et on en est arrivé à créer cette nouvelle fonction du management de la triple performance qui répond aujourd'hui à énormément de problématiques. On était complètement dans l'action et même, en fait, le travail que l'on fait aujourd'hui sur l'ensemble des référentiels, donc au final, on est content de le faire maintenant. Parce que Ouais. si on avait dû le faire à l'époque, eh bien, en fait, on aurait dû le refaire aujourd'hui parce que énormément de nouveaux référentiels ont été créés. Et qu'est-ce que l'on fait? Là, on revient un peu en arrière en connectant nos actions aux référentiels et aux différents éléments des référentiels. Et en Ouais. fait, c'est comme ça que l'on va pouvoir se rendre compte à quel point en fait on a balayé l'intégralité des référentiels ou non. Donc Ouais. l'avenir est Dieu, ce qu'on va pouvoir proposer à la communauté des achats RSE. Donc là, clairement, ça sera pas. Ne cherchez pas sur notre réseau LinkedIn le fichier gratuit à télécharger. Ça, une fois que ça sera créé, vous ne l'aurez pas. Ça sera uniquement dans le cadre de notre formation. Ça va être un travail beaucoup trop long et pour nous un
un investissement très important, hein, que ce soit financier et en termes de ressources humaines. Mais on a hâte effectivement de vous proposer cet outil qui viendra les synthétiser tous. Ouais. On va les attraper tous, on va attraper tous les référentiels, tous les labels, et effectivement identifier tous les doublons et vous donner un plan précis pour être vite dans l'action. Et ce qu'on aime bien dire, nous on est les fondateurs, les constructeurs du chemin de l'acheteur. Et en fait, le chemin de l'acheteur, on aime bien qu'il soit court et direct pour le maximum d'impact. Ouais, c'est exactement ça. Le chemin de l'acheteur mène aujourd'hui à la triple performance. Et on se rend compte finalement que là où aujourd'hui beaucoup d'acheteurs qui ont un peu d'expérience comme nous ont un peu subi la vision que les autres métiers dans l'entreprise ont des achats, que la direction a des achats, l'intégration de la RSE, du data management, etc., nous amène vers une nouvelle fonction. Alors, est-ce qu'on l'appellera achat? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on l'appellera, ça continuera de s'appeler achat dans 5 à 10 ans. Mais en tout cas, des lean managers de la triple performance économique, sociale, environnementale, qui vont être en capacité d'accompagner les organisations sur 40 à 80% de leur impact RSE, 40 à 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, clairement, on va être sur un poste ultra stratégique pour les organisations et des personnes qui vont être capables vraiment d'accompagner l'organisation, d'orchestrer les projets transversaux, interdisciplinaires pour aller agir sur le marais au lieu de tuer les moustiques et également par rapport au sujet du jour, finalement, de guider tous ces éléments d'indicateurs RSE, de réglementation, de façon simple, méthodique, pour évidemment éviter la désorganisation. Aujourd'hui, la multiplicité des métiers dans les entreprises, on ne sait pas vraiment qui fait quoi, quel est le scope des uns et des autres. Ça crée des problèmes. Et on se rend compte que aujourd'hui, le travail qu'on est en train de faire amène à la création d'une fonction qui permettrait qui engloberait les achats, la supply chain, au profit de managers de la triple performance qui vont avoir un enjeu central finalement dans tout ça. Et vous pouvez en être, quoi, très clairement, vous pouvez en être. Ça marche, ça fonctionne, c'est simple et c'est quand même vachement intéressant. On vous voit motivé, hein. Vous êtes des centaines à suivre nos lives en direct, hein. Vous êtes plusieurs centaines à suivre nos lives en direct. Et derrière, en replay, je crois qu'on a à chaque fois au moins 3000 participants. Donc évidemment, ceux qui sont en direct peuvent plus facilement participer, répondre aux questions que ceux qui sont en replay, hein. Tout le monde ne peut pas être en direct. Mais en tout cas, vraiment, on vous remercie pour toutes vos participations. Donc, évidemment, on a nos élèves actuellement en cours ou des anciens élèves. Donc, c'est des gens qui nous suivent au quotidien, mais on voit arriver beaucoup de nouveaux acheteurs. Là, on voit Solène, Cécile, Alban, que l'on ne connaît pas du tout, Jordi. Et donc, merci vraiment à vous de venir nombreux et parlez-en autour de vous. Diffusez effectivement, quand on organise un live, nos liens d'invitation, parce que c'est ce qui permettra effectivement de donner encore plus à la communauté achat des solutions concrètes pour pouvoir réussir à évoluer sur ce métier, à faire évoluer notre métier. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Ouais, merci à tous. Très, très bonne journée. On vous dit au revoir. On attend que vous nous disiez au revoir quand même, ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis, on se retrouve très bientôt. Au revoir Cynthia, au revoir Agnès, Alban, Isabelle, Cécile, Solène, Tristan, Aurore, Géordi, c'est intéressant comme prénom, Fabienne, Loukil, Geoffroy, Issam, Valérie, Corentin, LinkedIn User qui doit couvrir à peu près je ne sais pas combien de personnes, Aurélien, Delphine, Jean, Priscille, Martha, Aurélia, Ludivine, Laurent, merci à tous. C'était très cool. Nordine, bien sûr, pour ta participation. Tu as posé plein de questions, c'est super intéressant. Grégory, voilà, bon, et tous les autres. Stéphane, bien sûr. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Clélia, Ludivine, Francine, Mayalène, Cédric. C'est top. Merci à tous. Ciao, ciao.